Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et une partie du jeu Adventure of D. Donc c'est la seconde édition, c'est sorti sur Kickstarter. Un jeu de Jack Darwitz. Et pour 1 à 3 joueurs, c'est du coop ou du compétitif, ou du solo. 25 minutes par joueur à peu près, les parties sont courtes. Qu'est-ce que Adventure of D? Donc déjà, c'est un jeu assez minimaliste. La boîte est très petite. Hein. Hop, vous voyez, on la tourne tranquillement. Et c'est une toute petite boîte, comme on en a plus l'habitude. Dans Adventure of D, vous allez aider le royaume à éliminer le magicien du chaos qui s'appelle Elzouf. Enfin d'ailleurs c'est le magicien du chaos, ou il a plusieurs noms d'ailleurs. Ou le mal ancien et ainsi de suite. Mais bref, il va falloir éliminer Elzouf. Et pour ça, vous allez utiliser un personnage, un héros. Donc si vous jouez à plusieurs héros, vous allez avoir des compétences, vous allez avoir des cartes de pouvoir, vous allez parcourir des contrées, différents lieux, et vous allez essayer de gagner en expérience, tout ça dans cette petite boîte, et sans aucun jet de dés. Donc c'est un jeu qui ne nécessite pas de dés, ce qui n'empêche pas qu'il y a du hasard malgré tout. Alors, comment ça se passe? On va présenter les différents composants. Donc, puisque nous avons des personnages, des héros, il faut commencer par les héros. Et vous allez voir que les cartes, tous les composants, enfin, puisque c'est principalement des cartes, ont parfois plusieurs utilisations. Donc, pas pour les, enfin, pour les héros également. Donc voilà une fiche de héros. Un scolar, donc un étudiant, un apprenti. Donc vous avez sa face ici, et un verso qui nous indique que c'est un objet de la poussière de fée, et avec un petit effet dessus. Vous avez quand même pas mal de héros, hein. Vous avez un nain, un moine, un prêtre, un druide, alors je dis un, ça pourrait être une, hein. Un marchand, un elfe, un magicien bleu, une amazone, un ninja, un barde, un voleur, un hobbit, un guerrier, un ranger et un chevalier. Vous voyez qu'on a une bonne tripotée de héros. Alors pourquoi il y en a plusieurs, malgré que ce soit un jeu solo qui se joue à 3, c'est que donc la fiche de héros, elle a 3 indications. Ici, c'est la force, l'intelligence, si je dis pas de bêtises, l'agilité. Ce seront vos valeurs durant la partie. Au début du jeu, vous commencez à 0 dans les 3 valeurs. Enfin, presque. En fait, vous allez commencer à 1 dans une des 3 valeurs. Mais votre héros lui-même, au début, à 0 partout. Il y a également une notion de magie, qui aura une valeur en fonction du nombre de joueurs qui vont jouer à la partie. Mais surtout, en dessous, vous avez une compétence. Donc, chaque personnage, chaque héros a une compétence, qui va avoir des incidences sur le jeu. Et en fait, pourquoi on a beaucoup d'autres cartes? C'est que ces cartes-là vont servir et pour récupérer cet équipement, la poussière d'étoile, hein, toutes les cartes c'est le même objet, mais également pour récupérer des compétences. Donc si jamais je récupère une compétence en piochant cette carte-là, je place en dessous de mon guerrier et qui récupère une deuxième compétence. Donc il aura Shining Armor, l'armure brillante, et la concentration. Et donc il peut cumuler comme ça plusieurs compétences. Donc voilà pour les compétences de héros. Donc ça va nous servir et pour avoir un héros, et comme carte de compétences, et comme objet, comme un objet bien précis. Sachant que cet objet-là, c'est marqué dessus, on peut en avoir qu'un seul. Donc on a notre personnage, il va devoir affronter le sorcier,
dans la tour de la mort, Tower of Death. Alors, la Tower of Death, elle arrive en 4 exemplaires. En fait, elle est sur 2 cartes, recto-verso, mais en chaque fois, on n'utilise qu'un côté et qu'une seule carte dans chaque scénario. Donc le côté le plus simple, donc pour les cartes, pour le jeu de départ, c'est toutes les cartes qui ont le nom qui est souligné. Donc ce sera cette tour-là, et là, on affrontera Elzouf, le magicien du chaos. Mais si on va sur ce côté-là, on aura Elzouf, le mal ancien. Ici, Elzouf, the big Foozle, et je ne sais pas ce que c'est que Foozle. Et ici, Elzouf, the arch-villain, l'arch-vilain ou l'arc-vilaine. Je ne sais pas si c'est archange, je connaissais, mais pour vilaine, je ne connaissais pas. Donc, on en choisira une. Pour notre première partie, on prendra celle qui est soulignée. Pour l'instant, j'ai pas réussi à gagner encore, donc on prendra celle-là. Donc ça, c'est le lieu. C'est un des lieux qu'on va pouvoir parcourir, sur lequel on va pouvoir aller. Et sur ce lieu, on pourra faire une action qui est de rentrer dans la tour pour affronter le magicien. Mais évidemment, il n'y a pas que ce lieu-là. Les autres lieux, ils sont ici. Donc, vous voyez que tous les lieux, ils ont 2 faces. La face avec le titre du lieu qui est souligné, et l'autre face. Pour les premiers scénarios, on prend tous les lieux du côté où c'est souligné. Et on va les disposer, on va les mélanger, et on va les disposer au hasard. Donc je vais mélanger aussi la Tower of Death. Et on va les disposer au hasard en forme de... dans une grille de 4 par 3. Donc, je vais essayer de pas voir où est-ce que je mets la Tower of Death. Hop. Si je les ai bien toutes mises, elles sont là. Hop, je les rapproche. Et je vais même pouvoir zoomer dessus. Et on va le décaler. Voilà. Donc voilà le pays que je vais pouvoir parcourir avant, ou du moins... oui, avant d'aller affronter le magicien dans la tour. Alors, un lieu, comment il est décrit? Donc, il a son nom, la plaine de la tristesse, par exemple. Son niveau de danger, ici, avec un crâne. Et ici, une action potentielle. Donc, l'action, c'est le petit signe de main que vous voyez là. Donc, par exemple, ici, c'est marqué le rassemblement de la magie. Enfin, gathering, la récolte de la magie, plutôt. Et donc ça nous donne comment on doit faire l'action. Donc défausser une carte de force, une carte d'intelligence, une carte d'agilité et un objet. Et à ce moment-là, on pourra gagner un +1 sur la force, l'intelligence ou notre agilité. Et on pourra récupérer également un point de magie. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors, comment ça se... On parle des différentes caractéristiques, c'est celle qu'on a vue sur la fiche de héros ici. Comment est-ce que j'indique que mon héros gagne des points dans ces caractéristiques? Eh bien, avec les cartes d'amélioration, qui sont ici. Donc, si jamais je gagne un point en agilité, je vais mettre ma carte comme ça. Si je gagne un point d'intelligence, je vais mettre celle-là aussi. Et si je gagne en force, je vais mettre celle-là. Hop. Et comme ça, ça va correspondre à mes 3 différents niveaux. J'essaie de le zoomer dessus. Ah, je peux pas le voir super bien. Donc vous voyez comment c'est fait. Comme ça, je sais que j'ai 1 en force, 1 en intelligence, 1 en agilité. Évidemment, s'il y en a un qui change, par exemple, si je prends 2 en force,
vais faire ça. Hop. Alors, je le fais à une main, c'est pas pratique. Et j'aurai mes caractéristiques alignées. Voilà comment ça va se passer pour les caractéristiques dès qu'on va en gagner. Et ça va être nécessaire de faire évoluer son personnage parce que pour rentrer dans la tour, vous allez voir qu'on a besoin, pour franchir la barrière, d'avoir un certain nombre des conditions sur les caractéristiques. Si je prends la tour ici, la première épreuve, la première salle, ça demande à ce que la force ou l'intelligence ou l'agilité soit supérieure ou égale à 5, sinon on tombe à 0 de points de vie. Mais les points de vie, on n'a pas vu de carte avec des points de vie ici. Les points de vie, ça va être votre main de carte. Donc en fait, on commence la partie avec 6 points de vie. Et les 6 points de vie, ce sont des cartes de pouvoir. Donc j'en prends 6. Voilà, ici j'ai des cartes de pouvoir. Une carte de pouvoir, ça a plusieurs utilisations. Déjà, quand on l'a en main, on n'utilise que la partie supérieure gauche qui indique la quantité et le type de pouvoir. Donc 2 en intelligence, 5 en force, 2 en neutre, 2 en agilité, 2 en intelligence, 3 en agilité. Donc ça c'est quand vous l'avez en main et quand vous l'utilisez comme une carte de pouvoir. Mais ces cartes que j'ai récupérées, ce sont également des événements et également des équipements. Alors pourquoi des événements ? Au début de chaque tour, on va piocher une des cartes, et vous voyez que sur la carte, ici, il y a marqué l'endroit où l'événement a lieu, donc le lac de l'espoir, qu'on retrouve ici, donc je placerai l'événement dessus, si je ne le défausse pas, on verra après comment on le défausse. Donc ici, une fois que l'événement est en place, je peux aller dessus, et il y a différentes informations, donc son niveau de danger, comme on a vu sur le lieu, également au niveau de danger, on verra à quoi il sert après. Vous avez un effet permanent et global tant que la carte est en jeu. Donc ici, ça indique que tous les tests sur de la force ou tous les tests sur de l'agilité ont une difficulté de +1. On verra comment on résout les tests après. Ensuite, vous avez ici l'action qu'on peut faire sur la carte, qui est d'affronter le sorcier squelette. Et ici, ça indique qu'on doit faire un test, un test de niveau 7. Le W, c'est si on gagne, win. Le L, si on perd, lose. Et il y a l'effet derrière. Donc voilà, les cartes événements, qui sont aussi nos cartes de pouvoir. Donc en main, on ne sert que de ça. Par contre, quand elles sont sur le plateau, selon ce qu'on va avoir, elles seront à affronter. Vous avez d'autres cartes. J'ai dit qu'il y avait des équipements. Voilà, par exemple, cette carte-là. Pareil, c'est une carte événement. Un Goulax. C'est le Tower of Death d'ailleurs. Ah, c'est rigolo ça. Donc il se place sur la tour. Et quand on est dessus, on peut faire une action pour l'affronter. En dessous, il y a marqué d'ailleurs si on gagne, win, on a l'intelligence +1 et get item, ça veut dire qu'on prend la carte et on l'utilise comme objet. La carte comme objet, on la retourne. Et là, il y a marqué objet, la pierre de dame. Et il y a marqué que sur un lieu, on peut gagner +1, soit à l'agilité, soit à la force, et ensuite on défausse la carte. Donc ça veut dire que si j'ai cet objet-là, je peux le mettre ici. Non, ici je ne pouvais pas voir celle-là. C'est la carte de magie, ça. On peut mettre l'objet ici, et cumuler les objets comme ça. D'accord ? Donc toutes les cartes, vous voyez que la carte ici, les cartes événements, elles servent pour 3 possibilités. L'événement, l'item, la force. Et avec tout ça, donc on a nos cartes ici qui représentent également nos points de vie. Ça veut dire que si jamais je tombe à 0 cartes, je suis KO. Alors quand on est KO, on ne meurt pas complètement. On récupère un point de magie et une carte. Donc on va repiocher une carte. Mais ça fait perdre du temps. Et le jeu, en solitaire en tout cas, je ne sais plus sur multi il est timé, mais en solitaire, on a un timer qui est constitué de cartes héros. Donc on prend par exemple, je crois que le niveau le plus faible c'est 8 cartes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qu'on va placer ici. Et à chaque tour, ici ce sera notre deck de compétences finalement, le deck de héros.
Et à chaque fin de tour, on enlèvera une carte du timer. Et il faut réussir à battre le magicien dans la tour avant la fin du timer. Donc ça, c'est la magie, ce sont les points de magie qu'on place sur la droite. On commence la partie, quand on est en solo, on commence la partie avec 4 points de magie, aucun point de force ni d'intelligence pour l'instant, et 6 points de vie, donc 6 cartes. Donc vous avez vu dans l'ensemble des composants, le dernier qui reste, ce sont... Alors ça c'est dans la version améliorée, je crois, parce que normalement c'est un petit truc, un petit papier en carton avec le chevalier dessus. Donc ça représente notre personnage, et il démarre normalement au château de lumière, Castle of Light, ici. Je zoomerai dessus après. Si on peut le voir mieux, ouais, quoique. Hop, ici ce sera bien, je pense. Avec mon personnage en dessous. Voilà, un petit peu comme ça, peut-être plutôt. Comment vont se dérouler les tours de jeu? C'est très simple. Ils sont résumés d'ailleurs sur cette carte ici, Dead, le gameplay et les différentes phases. Donc on va avoir un système où au début du tour de jeu, alors normalement le personnage il commence également avec une des caractéristiques qui va être augmentée. Je vais vous faire voir après, quand on commencera vraiment la partie, comment on l'obtient. On va dire que pour l'instant il va commencer, admettons que j'ai pioché une des cartes. En fait on pioche une carte. Celle-là par exemple c'est 2, alors du coup je vais changer. C'est 2, c'est de l'intelligence, et donc on a plus 1 en intelligence. Donc je vais commencer la partie avec 1 en intelligence. Voilà comment on démarre la partie réellement. Hop. Avec 4 points de magie et mes 6 points de vie, qui sont ici. Le tour de jeu, c'est très simple. On va révéler un événement. Alors, dans ce qui est marqué dessus, en fait, c'est marqué révéler un événement, puis révéler un événement. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que on reprend la mécanique qui est pour le multijoueur. On prend un événement, on le montre au joueur suivant. Le joueur suivant nous indique si on conserve l'événement, ou alors il peut le défausser en dépensant 2 points de magie. Donc, si je dépense 2 points de magie, je passe à 2. Ou en défaussant une carte de pouvoir, donc une carte de ma main, n'importe laquelle. Ça me permet de défausser l'événement. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'événement, ça veut dire que j'en prends un autre. Et je peux faire ça jusqu'à choisir le bon événement. Donc si j'étais à 8 de points de magie, je pourrais très bien défausser 4 cartes pour ne pas prendre les événements qui arrivent. En solo, c'est ce qui se passe. En solo, on est tout seul, il n'y a pas de joueur suivant, le joueur suivant c'est nous. Donc on prend une carte, on regarde, on se dit est-ce qu'on la place celle-là? Donc ici c'est au Great Chasm, c'est ici le grand fossé, se trouve ici. Si je décide de ne pas la défausser, je la place par-dessus le lieu. Donc sur les cartes événements, à chaque fois il y a le lieu qui est rappelé, donc on sait où on se trouve, et on sait où on place la carte. Alors ici ce qui est marqué sur la carte, c'est que personne ne peut se déplacer dans ce lieu. Ça veut dire que comment est-ce qu'on va dessus? Il faut se téléporter. Donc il faut trouver des cartes ou avoir des compétences pour se téléporter. Donc après on choisit si on veut la défausser ou pas contre de la magie, si on peut la défausser. Donc admettons que je la défausse en dépensant 2 points. Je la mets dans la défausse et je reprends une carte événement. Là je vois Village of Dawn et c'est une plante carnivore de force 8, je dirais, je la mets. Et je vais donc Village of Dawn, c'est ici, je place ma plante carnivore ici. Donc la plante carnivore, alors je pourrais gagner un équipement dessus, un anneau, qui me permettra de cycler 2 cartes après le repos. On verra après pour le repos. Donc ça c'est la phase d'événement. Donc j'ai le droit de défausser les événements tant que je veux. À la fin, il y en a un qui va être posé. Quand je pose un événement, il y a 2 choses à vérifier. Déjà, que sur le lieu où je vais le poser, il n'y a pas déjà un événement. S'il y en a un, je le remplace. Et autre chose, s'il y a déjà un événement du même type, donc ici c'est un événement de type neutre, mais s'il y a un événement de type force, intelligence ou agilité, eh ben, il va remplacer l'événement en question. Donc il ne peut y avoir finalement que 4
événements en même temps sur la carte. Et il y en a forcément un également. Si jamais on n'a plus d'événements du tout sur la carte, on doit en placer un. Donc la phase d'événement, c'est bon. On arrive à la phase principale. La phase principale, elle est composée de deux types d'actions. Enfin, de deux types d'actions. L'action pure et le déplacement. Alors, on va commencer par le déplacement. Le déplacement, pour se déplacer, je dois défausser une carte pouvoir. Donc je peux prendre n'importe laquelle. Je vais défausser une carte pour avancer sur un lieu adjacent. Adjacent, c'est orthogonalement. Donc du château de lumière, je peux aller ici, au jardin des champignons, enfin le jardin de champignons, ou au vieux village. Voilà, là je me serais déplacé de 1 en utilisant cette carte-là. Alors, l'intérêt d'utiliser une carte avec une puissance haute ou basse, c'est quoi? C'est que quand vous vous déplacez, le sorcier, lui, il envoie des ombres sur le royaume, un peu comme des Nazgûl, mais en moins fort, moins balèze et en moins effrayant. Donc il envoie des ombres qui ne sont pas matérialisées par du matériel. Comment est-ce que je sais si j'ai rencontré une ombre quand j'arrive sur le périple qui m'emmène jusqu'ici? Eh ben, on regarde le lieu, le niveau de danger de la carte. Ici, il y a marqué 1. Donc ici, je vous le montre de près, j'arrive pas à voir sur le petit écran si vous voyez bien, donc il y a 1 au niveau de danger. Je vais faire ce qu'on appelle un check. Alors le check, et il y a d'autres mots-clés comme ça qui sont décrits dans la règle, pas beaucoup, hein, il y en a très peu et c'est facile à retenir. C'est que je pioche une carte et je vérifie la valeur. Donc là j'ai pioché une carte, sa valeur ici c'est 1. Quand je fais le check pour les ombres, si la valeur que j'ai piochée est inférieure ou égale au niveau de danger, ce qui est le cas ici, à ce moment-là je vais affronter une ombre. La force de l'ombre va correspondre à la carte de mouvement que j'ai jouée. Donc là, j'ai joué une carte de mouvement de 2. Ça veut dire que je vais affronter une ombre de niveau 2 en force. Enfin, qui a 2 points de vie, 2 en force. Bref, il faut que je puisse l'éliminer. Si je ne peux pas éliminer une ombre, mes points de vie tombent à 0. C'est-à-dire qu'en fait, je perds toute ma main, ou j'ai plus de cartes du tout, et je suis KO. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, on termine le tour, et au prochain tour, je reprends un point de magie et une carte. Donc je serai à 1 point de vie. Donc si je dois affronter l'ombre, il faut que je puisse l'éliminer. Si c'est une ombre de force 2, il faut que je puisse mettre des cartes pouvoir de 2 ou plus en force. Donc je peux défausser une carte de valeur 2 de n'importe quel type. Mais 2 au minimum. Donc je pourrais utiliser celle-là. Toutes mes cartes ont 2 minimum de toute façon. Donc je pourrais utiliser n'importe laquelle de mes cartes pour éliminer l'ombre. Mais je peux également utiliser la magie pour l'éliminer. Pareil, il faut que j'obtienne au minimum la valeur de la force de l'ombre, qui correspond donc à ma carte de mouvement, pour rappel. Donc si je les dépense, j'ai plus de magie, je tombe à 0 en magie, et j'élimine l'ombre. Quelle est la différence entre utiliser une carte de pouvoir ou la magie pour éliminer une ombre? Si j'utilise la magie, j'élimine l'ombre, et c'est tout. Alors je vous montre là cette carte qui est pas vraiment une ombre, c'est parce qu'il y a la valeur dessus. Donc si j'utilise la magie, on élimine l'ombre et c'est terminé. Si j'utilise une carte pouvoir, je récupère en magie la force de l'ombre. Donc ici, j'utilise cette carte-là. Non, je vais utiliser plutôt cette carte-là. 3. J'élimine l'ombre, donc on va l'enlever, et je vais récupérer 2 points de magie, donc je repasse à 4. Donc quand j'utilise la magie pour éliminer l'ombre, je ne récupère pas de magie. Si j'utilise la force, enfin une des cartes de pouvoir plutôt, pour éliminer une ombre, je récupère la force de l'ombre en point de magie. Donc voilà, donc c'est aussi là que vous faites le choix d'utiliser la magie ou la force. C'est là aussi que vous faites le choix quand vous vous déplacez, et vous savez que vous avez besoin de récupérer de la magie par exemple, et que vous avez des cartes puissantes. Ça va être intéressant de se déplacer avec une carte forte, pour, si jamais il y a si on rencontre une ombre, récupérer pas mal de points de magie. Ça peut être une idée. Donc le déplacement, c'est ça. Et si j'ai envie de me redéplacer à nouveau, je peux à nouveau utiliser une carte, par exemple celle-là, pour me déplacer ici. Donc ici, attention, le niveau du bois de la magie est de 4, le niveau de danger. Donc si je tire une carte et que
et que la valeur de la carte est égale ou inférieure à 4, je vais rencontrer une ombre qui aura la valeur en force de la carte que j'ai jouée. Donc si j'ai joué cette carte-là, ce sera une ombre de niveau 5. Si j'ai joué celle-là, une ombre de niveau 2. C'est OK. Donc voilà pour la mécanique de mouvement. Et vous pouvez faire autant de mouvements que vous voulez tant que vous avez des cartes pour faire vos mouvements. Parfois, vous aurez des compétences pour faire des mouvements ou des objets qui vous aideront sur les mouvements. À chaque fois, hein, il y a les règles classiques, enfin les règles du jeu, et en plus de ça, vous avez toutes les exceptions, toutes les particularités des objets ou des compétences. On se déplace, et on peut aussi, donc on peut se déplacer autant qu'on veut, on fait déplacement, action, déplacement, action, il n'y a pas d'ordre. Et on peut également faire les actions. Donc les actions, c'est à chaque fois que vous avez le symbole de la main quelque part, donc par exemple ici, vous l'avez sur cette carte-là, il y a le petit symbole de main qui se trouve là. Sur toutes les cartes, quasiment, vous avez le petit symbole de la main. Même sur l'événement, hein, pour la plante carnivore, vous avez le petit symbole de main qui dit que vous pouvez choisir l'action. Donc quand vous êtes sur un lieu, vous pouvez choisir l'action du lieu. Si vous avez une carte avec une main qui est une action, vous pouvez également la faire. Et c'est pareil pour la tour. On a le petit symbole de la main pour rentrer dans la tour et affronter les différentes pièces de la tour. Donc on peut décider de faire une action, de se redéplacer après, de refaire une action, et ainsi de suite. Tant qu'on a des points de vie, donc tant qu'on a les cartes pouvoir ici, il n'y a pas de problème. Alors, avant de passer aux différents éléments qu'on trouve sur les cartes lieux, la chose à savoir, c'est les mots-clés du jeu qui vont correspondre à ce qu'on va voir sur les cartes. Ils sont résumés ici, hein, les mots-clés du jeu. Donc vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, et ils sont plutôt simples. Vous avez donc le check, donc la vérification, enfin je veux dire check X, donc ça veut dire qu'on on place X cartes de la pile de cartes pouvoir. Je vais mettre ça ici, comme ça on le verra. On en met X dans la défausse. Donc check 1, c'est que je fais ça. Je place une carte là dans la défausse. Et on voit le résultat par rapport à ce qui est demandé dans un test, par exemple. Donc si j'ai un check 2, je dois prendre 2 cartes, et on voit ce qu'il faut faire. Donc ça va dépendre après du contexte du test à faire ou de la vérification à faire. Cycle X, donc on peut recycler des cartes. Ça veut dire que je vais pouvoir défausser une à plusieurs cartes de ma main, sauf s'il m'en reste plus qu'une, je ne pourrais pas le faire. Je crois. Voilà, on ne peut pas recycler que 1. Parce que ça voudrait dire qu'à un moment, on se défausse et on n'a plus de points, donc on serait KO. Mais si par exemple j'ai un cycle 2, une action de cycle 2, ou un résultat d'action qui fait cycle 2, je peux défausser 2 cartes et en piocher 2. Voilà. Exhaust, ça permet de... c'est quand on est sur une carte, il y a une carte ici qui a cet effet-là, c'est celle-là, qui nous permet d'augmenter une caractéristique. Une fois qu'on l'a fait, il y a marqué Exhaust, ça veut dire que je tourne la carte à l'envers, et à ce moment-là, je ne peux plus prendre d'action qui est sur la carte. D'accord ? Le Exhaust est marqué là au bout de la ligne. Donc si c'est Exhaust, hop, on la met comme ça, la carte. Get Item, Get Item, c'est très simple, c'est qu'on prend la carte événement qu'on a résolue, on met l'item, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, à l'envers, et hop, on la met sur la carte de magie. Heal X, donc se soigner de tant de points, c'est en fait piocher une carte. Donc un soin de 2, je pioche 2 cartes. Sachant qu'au maximum, je peux avoir que 6 cartes, parce que je peux avoir que 6 points de vie maximum. Ensuite, Learn Skill, c'est très simple, c'est ce que je vous ai dit, c'est que j'apprends une compétence, donc je prends du deck de héros, la carte du dessus, et la compétence qui est en dessous, je vais la gagner, je la mets en dessous de mon personnage. Hop, comme ça. Et j'ai une nouvelle compétence utilisable. Hop. Ensuite, on a lose X, lose X. Donc perdre X, ça veut dire qu'on défausse X cartes de sa main. Choc X, c'est la même chose, sauf qu'on ne choisit pas la carte. Donc le lose X, on choisit une carte qu'on défausse. Le choc X, on défausse une carte au hasard. Enfin, X cartes au hasard. Ensuite, show cards, c'est montrer des cartes. Téléporte, c'est l'action de se téléporter sur un lieu.
Et là, le symbole de poubelle, ça veut dire qu'on défausse la carte. D'accord? Ça arrive souvent. En fait, il y a des indications sur les cartes qui disent exactement ce qu'on doit faire quand on utilise un effet de carte. Et là, on résume les mots-clés. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu quand même, c'est par exemple si je dois affronter... Donc on a vu le combat contre des ombres, mais on n'a pas vu le combat contre par exemple cette plante carnivore qui est ici. Donc la plante carnivore, elle a 8 en force, et elle est avec un type agilité. Alors ça veut dire quoi? Le type n'a pas trop d'importance. C'est-à-dire qu'en fait le but, si je veux attaquer la plante, c'est de lui faire 8, d'utiliser des cartes de pouvoir, d'avoir un niveau de pouvoir qui soit au minimum de 8. Comment est-ce que ça se passe quand je fais cette action-là? Bah, la première chose que je fais, c'est je choisis une de mes cartes pouvoir de ma main pour l'affronter. Donc admettons que je prenne cette carte-là, parce qu'elle est forte. Donc je commence déjà avec 5 en pouvoir, sachant que je dois arriver à 8. Ensuite, je regarde, c'est le niveau bleu, je regarde mon niveau de compétence à moi en bleu. Là pour l'instant j'ai 0, parce que j'ai que 1 en intelligence et j'ai 0 en agilité. Donc j'ajoute plus 0, donc je suis toujours à 5. Il faut que j'obtienne 8. Ensuite, je pioche une carte, je check une carte. Et j'ajoute la force de la carte à la force de la mienne. Donc je prends une carte, et c'est le côté aléatoire, donc comme si on lançait un dé. Je la retourne, et là, c'est pas de chance pour ma face, c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais 5 plus 0, bah, plus 0 de force. En tout, j'ai 5, donc je ne suis pas supérieur ou égal à la force de 8 de la plante carnivore. Hein. Et ça veut dire que je fais l'effet L, donc j'ai perdu l'affrontement, et derrière il y a marqué lose 1, ça veut dire que je perds 1 point de vie. Donc je perds une carte, mais je la choisis. Lose, c'est que je choisis, donc je choisis une de mes 3 cartes et je la défausse. Donc voilà, vous voyez que c'est plutôt simple. Donc après, on a intérêt à augmenter ses caractéristiques, on a intérêt à avoir en main des cartes assez puissantes, parce que ça peut être utile. Et l'autre petit point astucieux, c'est que si jamais je choisissais cette carte-là, 2, bon, c'est pas forcément une super idée, parce que je suis très loin des 8, mais on peut toujours piocher une carte qui vaut 6, hein, ça pourra arriver. Donc je prends cette carte-là, j'additionne toujours 0, j'ai 2. Mais à partir du moment où je fais ça, j'utilise une carte qui a la même couleur que la force que j'affronte, donc le bleu, en l'occurrence l'agilité ici. À ce moment-là, je me soigne de 1. Donc ça veut dire qu'une fois que j'aurai joué ma carte, vu que c'est la même couleur, je pioche une carte, parce que je me soigne immédiatement, tout en respectant la limite de 6 cartes en main. Donc ça peut avoir un intérêt de se soigner. Si l'effet n'est pas trop négatif quand on perd, potentiellement on pourrait même faire un affrontement en sachant qu'on va perdre, mais qui nous permet éventuellement de récupérer 1 point de vie, si l'effet négatif n'est pas trop fort non plus. Hein. Et donc là, c'est pareil, hein, j'affronte, donc je pioche une carte. Bon, c'est un 3, donc ça fait 3 plus 2, 5, c'est toujours inférieur à 8. Je perds à nouveau le combat, donc je vais me défausser d'une carte à nouveau. Je choisis une carte de laquelle je me défausse, tiens celle-là par exemple. Et les autres cartes sont défaussées. Donc là, il ne me reste plus que 3 cartes en main. Hein. Et j'ai affronté, je suis ici, j'ai affronté la plante carnivore. Je peux très bien décider de continuer à me déplacer, faire des actions qui sont sur les cartes. Au bout d'un moment, soit je pourrais plus en faire, soit j'ai plus envie d'en faire. Et je vais passer à la phase suivante, qui est la phase de repos. Donc la phase de repos, c'est très simple, c'est que je peux défausser n'importe quel nombre de cartes de ma main. Et ensuite, je vais piocher des cartes jusqu'à 6 points de vie. Moins le niveau de danger du lieu où je me trouve. Ça veut dire que l'endroit où je vais me reposer est super important, et on ne va pas se reposer n'importe où. Alors, je vais vous expliquer ça, c'est que ici, sur ma carte, le niveau de danger, il est de... Alors, c'est le niveau qui est... c'est peut-être pour ça que c'est peut-être à ça que ça sert. Le niveau de danger du lieu, c'est celui qui est indiqué là. Donc, si j'étais sur le Village of Dawn, le niveau de danger c'est 1, ça veut dire que je pourrais piocher jusqu'à avoir, donc 6 moins 1, 5 cartes en main. Mais par contre, si j'étais dans les bois de la magie, le niveau de danger c'est 4, ça veut dire que je pourrais piocher que jusqu'à avoir une carte en main. Donc c'est à dire qu'ici je pourrais pas piocher de carte du tout. Je sais même pas d'ailleurs si je dois dégager des cartes, je pense pas. Hein. C'est seulement le nombre de cartes qu'on peut repiocher.
Enfin, jusqu'auquel on peut piocher. Donc là, j'aurais pas besoin de piocher du tout. Donc ça veut dire qu'on va vérifier, on va planifier un peu l'endroit où on s'arrêtera pour se reposer. C'est plus intéressant de se reposer sur un endroit où le niveau de danger est de 1 qu'un endroit où le niveau est 2 ou 3. Ensuite, une fois qu'on a pioché donc, nos cartes de pouvoir, on récupère des points de magie égaux au niveau de danger du lieu où on se trouve. Alors attention, le niveau de danger d'un lieu, si jamais vous avez une carte qui est comme ça, donc si vous n'avez aucune carte dessus, le niveau de danger il est simple, il est là. Donc là je gagnerai un point de magie, et je récupère jusqu'à 6 moins 1 carte de pouvoir. Mais quand j'ai un événement dessus, le niveau de danger du lieu est de moins 1. Donc ça veut dire que le niveau de danger du lieu, là, il est à 0. Et donc ça veut dire que je récupère pas de magie. Et par contre, je peux récupérer normalement 6 cartes. Je suppose. C'est le seul point qui est un petit peu qui est pas très clair. Donc voilà comment ça se passe le repos. Une fois que le repos il est fait, ben, en mode solo en tout cas avec le timer, on prend une carte de timer qui se trouve... les 8 cartes je les ai mis ici je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. On met la carte sur le deck de héros. Et on commence un nouveau tour. Avec les événements, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on va avoir 8 tours pour accomplir, pour aller combattre le wizard. Il ne faut pas perdre de temps pour augmenter ses caractéristiques. Donc minimum, en avoir une qui soit à 5. Parce que c'est la première épreuve, la barrière magique. Ensuite, on voit qu'on doit affronter un gardien, donc on fait un check 1, donc on retourne une carte. Et c'est une ombre qui nous attaque. Donc le résultat, c'est une ombre qui nous attaque. Ensuite, il y a un piège, donc on doit se défausser au hasard d'une carte. Et ensuite, le combat, c'est qu'on montre 2 cartes avec un pouvoir total inférieur ou égal à 4. Donc vous voyez qu'ici, si j'affrontais le magicien avec ça, je ne pourrais pas. Parce que ça fait forcément 5 plus 3, 8, 5 plus 5, 10, 5 plus 3, 8. Donc mon total ne serait pas inférieur ou égal à 4. Alors pourquoi il y a ces genres de règles? C'est que sinon on serait tenté tout le temps de défausser les cartes faibles et de garder que les plus grosses. Et là ça vous oblige, et ça existe aussi pour des lieux, à garder des cartes faibles pour certaines actions, mais ce qui fait que ça réduit le nombre de cartes fortes dans votre main. Donc voilà pourquoi. Donc vous voyez que si en plus, si vous avez, sachant qu'on défausse une carte au hasard juste à l'étape d'avant, potentiellement si vous aviez 2 cartes juste pour faire les inférieurs ou égal à 4 et qu'elle se fait défausser la carte, et ben vous faites grise mine quand vous arrivez devant le magicien. Donc voilà normalement résumé des règles pour Adventure of D. On va enchaîner tout de suite sur une partie. Parce que vous avez vu, c'est quand même plutôt simple, rapide, et malgré tout, je trouve qu'il y a de la matière, c'est-à-dire que c'est un jeu intéressant. C'est un jeu super simpliste, mais intéressant. On a des choix à faire, on va se poser la question de sur quel lieu on va, on sait que ça nous coûte à chaque fois de se déplacer, un risque de rencontrer des ombres. Alors, on peut, avant de commencer la partie, ou je ferai en même temps que la partie, je présenterai les différents lieux de la partie. En plus de ça, j'ai le petit kit d'upgrade qui était disponible pendant la campagne, donc où il y avait justement ces petits jetons-là, et des cartes environnement. Les cartes environnement, c'est quoi? On a Old Map, Ice Wall, Magic Realm, Rainy Days. Elles ont des effets permanents, donc on en choisit une au début de la partie, on peut l'appliquer, il y aura un effet permanent sur toute la partie. Donc par exemple, le Rainy Days, donc les jours pluvieux, il y a marqué quoi? À chaque fois qu'un joueur place un nouvel événement, on retourne le lieu. Donc ça c'est pas mal, ça nous fait une variété qui est vraiment très sympa, je trouve. Et en plus, il y a une action qui est disponible dans n'importe quel lieu qui n'a pas d'événement, qui est de dépenser 2 points de magie pour retourner une carte. Donc voilà, donc c'est un petit truc sympa. Et ça nous rappelle que les lieux qui sont exhaust restent exhaust même si on les retourne. Le Magic Realm, je sais pas ce qu'il y a dessus, the minimum phase. Donc là, au début de la phase principale, donc là quand on fait des actions, on échange 2 lieux.
qui ont des cartes événements placées sur eux. Sauf si on perd une carte ou on dépense 2 points de magie. Donc vous voyez qu'on peut toujours contrer l'effet, mais ça a un coût. Ah, chose importante aussi, je vois la carte mur de glace, Ice Wall, qui empêche qu'on fasse le tour. Donc, normalement, on est sur une île, et il y a une malédiction qui a été lancée, ce qui fait qu'on ne peut pas sortir de l'île. Quand on va à un bout de l'île, on apparaît de l'autre côté. Donc c'est valable dans ce sens-là, et verticalement également. Donc quand je me déplace, je peux me déplacer de 1 pour arriver ici, ou de 1 pour arriver là. Voilà. Et là, le Ice Wall nous empêche de le faire. C'est-à-dire que quand on est ici et qu'on doit aller là-bas, il faut retraverser. Et par contre, il y a évidemment des actions pour le contrer. Il y a un sort de téléportation où on paye une magie et on se téléporte. Mais au hasard, c'est-à-dire qu'il y a marqué Teleport to check one, ça veut dire qu'en fait, c'est téléporte au lieu qu'on va avoir sur la carte. Donc je retourne une carte, et là ça m'indique Village of Dawn, je vais me téléporter à cet endroit-là. Et il y a un fork téléport qui est on défausse une carte pouvoir, et par contre on va se téléporter, on prend 2 cartes et on choisit l'une des 2. Donc vous voyez, les cartes environnement sont sympas à utiliser quand on connaît bien le jeu et quand on y arrive facilement. Mais c'est un plus. Sachant qu'il y a également ici la tour. Donc en bas de la tour à gauche, vous avez un petit symbole. Et je pense qu'on fait un check one pour savoir quelle tour on va affronter. Donc on affronte une des 4 tours. Donc c'est pas mal aussi, ça offre de la rejouabilité et du challenge. Donc on est bon pour les règles. On va pouvoir se lancer dans une petite partie. À tout de suite.